Esperanto, Kucha et ECPAD vous présentent l'état des lieux des réseaux et des pratiques dans la prise en charge des enfants victimes de traite avec Olivier Pérou qui nous parle des réseaux de Roumanie et d'Europe de l'Est. Pouvez-vous définir les réseaux de traite de l'Est européen? Ont-ils des caractéristiques particulières? Et les réseaux d'Europe de l'Est, au début, en fait, ces réseaux, ils se sont constitués surtout sur une base familiale. Pour quelle raison? C'est que, en fait, ils s'inscrivent dans la migration. C'est-à-dire qu'on a une migration qui a démarré pour la Yougoslavie à l'époque, dans les années 70-80. Dans cette migration, on avait des minorités et des familles qui étaient mal installées en Yougoslavie, qui sont allées en Italie, en Allemagne, en France et autres. Parmi ces familles, on en a eu quelques-unes qui ont commencé à utiliser leurs enfants pour gagner de l'argent. Alors, c'était par de la mendicité, parfois par quelques vols de portefeuille et autres. La plupart du temps, au bout de quelques années, ces familles se sont insérées dans les pays où elles étaient, donc toujours en Italie, en Allemagne, en Autriche. Donc, monsieur a trouvé un travail à l'usine, madame a commencé à faire des ménages, les enfants ont été scolarisés. Mais on a quelques familles qui ont compris en fait qu'elles pouvaient se reposer sur l'argent que rapportaient leurs enfants. Donc grosso modo, ils ont développé un système où l'économie familiale, les revenus de la famille reposent sur l'exploitation des enfants. Et donc ces familles sont toujours présentes dans différents pays en Europe. On en est d'ailleurs à la troisième génération. Et ces familles donc vont utiliser leurs enfants surtout sur ce qu'on appelle de la contrainte à commettre des délits, c'est-à-dire des cambriolages, des vols à la personne dans les transports en commun. C'est davantage en fait ces formes d'exploitation plutôt que de l'exploitation sexuelle qu'on retrouve chez ces familles. À la force de ces réseaux, s'ils tiennent depuis aussi longtemps, c'est que la plupart du temps, ils arrivent à dévoyer des pratiques communautaires autour du mariage pour créer une emprise sur les victimes. Et donc, le modèle assez classique, c'est qu'en fait, dans les mariages, dans ces communautés roms, souvent il y a ce qu'on appelle une dot, c'est-à-dire que la famille de la jeune femme va recevoir de l'argent de la famille de son futur mari. Et dans le cadre de cette exploitation, ce système de la dot est dévoyé, c'est-à-dire qu'on a des dots qui peuvent monter parfois à 40 000, 50 000, jusqu'à 100 000 euros, qui sont versés par donc la famille, la belle famille de la jeune fille. Le père de la jeune fille reçoit cet argent-là, et souvent il va s'en servir pour acheter une maison, etc. etc. La seule chose, c'est que la jeune fille, on lui fait comprendre rapidement dans ces groupes déviants, donc c'est pas la norme, qu'il va falloir qu'elle rembourse l'argent de la dot qui a été versée à travers son activité de vol. Et le problème, c'est que si elle veut s'échapper de ce système, elle sait qu'elle va mettre en difficulté sa propre famille, qui, elle, devra rembourser à la belle famille, souvent dans le cadre de ce qu'on appelle un tribunal tzigane, donc l'argent de la dot. Donc le risque pour la jeune fille, c'est que si elle cherche à s'échapper, elle va se mettre à dos d'une certaine façon sa famille, et en plus l'information sera publique, et donc elle risque d'être exclue, voire répudiée de la communauté. Y a-t-il des évolutions dans la pratique de ces réseaux ces dernières années? Parmi les nouvelles tendances qu'on observe chez les réseaux d'Europe de l'Est, il y a notamment le fait qu'on a en ce moment pas mal de détournements de l'asile par des groupes, roms ou non, qui ciblent en fait des communautés pauvres dans leur pays. Alors en ce moment, c'est beaucoup le cas avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, qui leur font miroiter que en allant en Allemagne, en France, en Autriche, ils vont obtenir l'asile, ils vont obtenir pendant la période de demande d'asile un logement, ils vont être suivis par une assistante sociale, ils pourront travailler au noir, et donc ils leur font ces promesses-là, les amènent sur place, et quand ces personnes arrivent sur place, on les aide certes à faire une demande d'asile. Dans les faits, ils ont très peu de chances de l'obtenir. Mais en fait, si on les aide, souvent c'est pour soit récupérer l'allocation pour la demande d'asile et aussi pour les faire travailler de différentes manières. Ça peut être de la mendicité, ça peut être de l'exploitation sexuelle, ça peut être du travail au noir qui ressemble plus à de l'exploitation économique. Et pourquoi ils acceptent de travailler? Parce que souvent, quand ces personnes ont été recrutées, on leur a dit que pour voyager, il fallait qu'ils déboursent la somme de 400-500 euros. Ces personnes n'avaient pas la somme, sachant que c'est 400-500 euros par personne, et donc ils ont emprunté à crédit de l'argent,
Et pour rembourser ces crédits, souvent avec des taux d'usure importants, ils se retrouvent dans l'obligation, une fois qu'ils sont en France, en Allemagne ou ailleurs, de donc rembourser chaque mois une partie de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans des situations d'exploitation à travers la mendicité, l'exploitation sexuelle ou autre. Et enfin, une des dernières tendances qu'on a, qui touche aussi bien la région des Balkans que l'Europe de l'Ouest, c'est en fait le recrutement de jeunes filles qui se retrouvent un petit peu bonnes à tout faire à travers des mariages. Donc là, c'est plutôt des familles qui sont, donc par exemple, roms kosovars, qui vont aller soit en Macédoine, soit au Kosovo, recruter parmi des familles pauvres des jeunes filles qui vont être mariées vers 13-14 ans et qui vont leur servir finalement de bonnes à tout faire. Parfois, ça peut dégénérer en exploitation sexuelle, mais pas nécessairement. Et ces jeunes filles se retrouvent piégées parce que elles sont isolées sur le territoire du pays de destination. Elles ne vont pas à l'école la plupart du temps. Et en plus, elles n'osent pas véritablement quitter la belle famille parce qu'elles pensent que si elles quittent leur belle famille, il faudra quand même qu'elles se marient. Et donc, elles ne sont pas sûres d'avoir une famille qui ait autant de moyens que la belle famille qui est installée à l'étranger. Comment peut-on améliorer la prise en charge des victimes de ces réseaux? Tout d'abord, je pense qu'il faut rétablir une vérité, c'est que souvent on oppose la protection de ces victimes à la répression. On dit effectivement la protection, c'est plus les associations, c'est plus le social, et la répression, voilà, c'est des réseaux, il faut les réprimer et autres. En fait, on s'aperçoit que si les deux ne fonctionnent pas ensemble, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, ces enfants ne sont pas considérés comme des victimes et ils sont placés en détention. Régulièrement, moi je suis amené à aller à Fleury-Mérogis notamment, où il y a un département où il y a les mineurs. Et en fait, on trouve beaucoup de ces mineurs. On sait pertinemment qu'en fait, ils sont contraints de commettre des délits. Pourtant, on les met en détention. Et quand ils sortent, en général, ils sont récupérés par le réseau. Pire, même pendant la détention, où pourtant il y a une équipe éducative qui s'occupe d'eux, et souvent de façon très bonne, en fait, on leur envoie ce qu'on appelle des mandats postaux, c'est-à-dire de l'argent en prison. Sauf que cet argent-là, une fois qu'ils sortiront de prison, ils savent qu'ils devront rembourser cet argent. Donc en fait, ces familles continuent d'avoir une emprise sur ces jeunes, ce qui leur permet de les récupérer encore plus vite dès qu'ils sortent. L'aspect qui serait le plus important à développer, c'est donc qu'on ait suffisamment de structures qui soient des véritables structures de protection et qu'on n'ait pas comme seule alternative, comme c'est le cas malheureusement actuellement, qui est la détention ou des foyers non adaptés où ces jeunes finalement vont tout de suite fuguer, pas parce qu'ils n'aiment pas le foyer, mais parce qu'ils ont une injonction par le réseau qui les emploie à fuguer. Et c'est vrai que souvent, ces jeunes, quand ils sont placés dans des foyers, on voit qu'il y a des voitures qui viennent les attendre à la sortie du foyer, et donc ils savent que s'ils ne fuguent pas, ils risquent après des représailles, et ça c'est malheureusement des choses qui ont pu être récupérées dans des écoutes téléphoniques, où on voyait l'enfant qui se faisait donc menacé en disant: «Écoute, ça fait 2 jours que tu es dans le foyer, comment ça se fait que tu as pas fugué?» Sans doute la meilleure façon de protéger ses enfants et en même temps de lutter contre ce réseau, c'est de travailler du coup main dans la main, j'ai envie de dire protection et répression, en mettant quand même l'accent sur la protection, qui sera la première étape et qui permettra d'avoir une répression plus efficace que celle qu'on a actuellement.